on a tous un rôle à jouer pour une économie un peu plus juste, un peu plus vertueuse, quoi. Et donc, en fait, l'idée, c'est la personne en situation de handicap dans son atelier, elle peut se dire, bah ouais, je suis super fier que mes produits se retrouvent dans l'Intermarché ou le Carrefour à l'autre bout de la France. C'est quand même assez fou. Le distributeur, il peut se dire, bah ouais, en fait, moi aussi, je peux être un peu fier d'avoir contribué à l'emploi de personnes en situation de handicap. Et le conso, il se dit, bah ouais, c'est pareil, c'est cette même notion de fierté, de se dire, bon bah ouais, c'est vrai que quand j'achète un produit fier, je sais au moins que ça sert un peu plus une cause vertueuse, quoi. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. On parle souvent de solidarité comme d'un idéal, mais lorsqu'elle s'incarne dans des produits du quotidien accessibles à tous, elle prend une force nouvelle. Et c'est exactement ce que propose Fiers, F-I-E-R-S, la première marque handi solidaire qui met en avant le savoir-faire de personnes en situation de handicap à travers des produits fabriqués en France. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Camille Decreux, cofondateur de Fiers. Après une carrière riche dans l'agroalimentaire, il a choisi de mettre son expérience au service d'un projet à la fois entrepreneurial et profondément humain qui ambitionne de changer notre regard sur la consommation et sur l'inclusion. Comme vous en avez l'habitude dans ce podcast, nous allons suivre le fil conducteur qui nous permet d'entrer dans le détail sans perdre de vue l'essentiel. Nous commencerons par regarder le marché, son état actuel et ses perspectives pour bien comprendre dans quel environnement évolue Fiers. Nous irons ensuite du côté de la proposition de valeur pour voir en quoi cette initiative se distingue et comment elle réussit à conjuguer performance économique et impact social. Enfin, nous nous intéresserons aux consommateurs parce qu'au fond, ce sont ces choix qui donnent vie au projet, ces achats qui transforment une intention en réalité. Mais avant de commencer, Camille, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Cyril, Camille Decreux, j'ai 38 ans, je suis donc un des cofondateurs de Fiers, on est quatre à avoir fondé Fiers. Et avant ça, effectivement, j'ai fait une carrière longue mais pas trop non plus dans des grands groupes d'agroalimentaire. Plus classique, américain, avec un type d'actionnariat plus classique. On comprend au travers de ces premiers mots que tu as un profil plutôt commercial, marketing, tu as fait des études dans ce sens. Oui, j'ai fait une école de commerce et puis après, effectivement, tous mes postes étaient soit en commerce ou en marketing à différents niveaux. Ouais. Fiers étant une marque de l'agroalimentaire, il est important que tu nous expliques quand même le chemin par lequel tu es passé pour comprendre comment tu as été amené à co-créer Fiers. Tu fais tes études école de commerce, après tu commences comment directement chef de projet, chef de rayon, qu'est-ce que tu fais en fait? En fait, j'ai commencé de toute façon la vie c'est souvent, moi je trouve que c'est souvent des hasards. J'ai commencé mon premier poste par un stage chez Kellogg's à l'époque dans les céréales comme chef de secteur, donc j'étais commercial, je faisais le tour des supermarchés dans le sud de la France. Ce qui m'a vraiment plu. Je m'attendais pas parce que je connaissais absolument rien à ce monde-là. Et puis en fait après j'ai suivi
un cours assez classique. Je suis devenu responsable de région, donc je me suis occupé d'une équipe de commerciaux. Après, je suis parti faire un job au siège, plus marketing. Après, je me suis occupé de toute la force de vente. Et enfin, j'étais DG Benelux de la filiale de mon entreprise. Et pour Kellogg's? Non, là, j'avais changé d'entreprise. J'étais parti chez McCormick, qui distribue en France Ducros, Vainé. Enfin, c'est une marque que tout le monde connaît en général. On connaît pas le groupe, mais on connaît les marques. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça avant que tu nous parles de ton rôle de DG justement, parce que ça te donne une dimension de gestion qui va être intéressante probablement pour la suite. Dans cette industrie-là, c'est quoi les grands insights que tu as retenus? Bon, déjà, c'était vraiment des passages ultra formateurs. Hein. Enfin, j'aurais rien pu faire de ce que je fais aujourd'hui si j'avais pas fait tout ça. Après, c'est vrai que c'est des industries qui sont forcément ultra processées, organisées, qui existent depuis plusieurs dizaines ou même quasiment centaines d'années pour certaines. Mais j'ai appris aussi, enfin, ce que ça m'a vraiment appris, je pense, c'est comment est-ce qu'on arrive à raconter une histoire que le consommateur est capable de comprendre, est capable d'entendre. Et en fait, c'est la finalité, c'est ce que tu disais en introduction, la finalité, c'est tout ça, ça tourne autour du consommateur. Et tout ce qu'on fait, c'est de l'habillage pour arriver à toucher le consommateur et que le consommateur comprenne ce qu'on fait. Et vraiment, les grands groupes, pour ça, c'est ultra formateur et rien ne serait possible si j'avais pas fait ça avant. Et c'est quoi ce que justement tu retiens de ton passage dans cette industrie? Est-ce que finalement tu es resté quoi, 10, 15 ans? Ouais, j'ai fait un peu plus de 10 ans. Ouais. Ce que je retiens vraiment, c'est ce que j'essaie de t'expliquer, c'est vraiment sur la partie un consommateur, il est dans un magasin, il a le choix entre 30 ou 40 000 références. C'est comment est-ce qu'il va réussir à comprendre ton message en 5 secondes ou en 10 secondes. Et du coup, tout ça, c'est très marketing, alors que c'est pas forcément mon profil, hein, je suis plutôt profil commercial. Mais tout ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que l'histoire soit concrète et réelle et simple pour tout le monde. Et moi, ce qui m'importe, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Fier, c'est que il faut que cette histoire, elle soit aussi un peu sincère pour que le consommateur ait pas l'impression de se faire avoir à chaque fois qu'il fait quelque chose. Parce que surtout maintenant, il y a quand même de plus en plus de méfiance entre guillemets, et je trouve que notre rôle, c'est aussi d'expliquer que il y a des choses un peu plus vertueuses et transparentes. Et comment dans un grand groupe d'agroalimentaire, on raconte les histoires sur les produits? C'est quoi la recette? C'est à coup de beaucoup d'argent. À coup de beaucoup d'argent, des campagnes de com, etc. Et puis ça passe aussi beaucoup par le produit en lui-même. C'est comment est-ce que ton le packaging, ton packaging raconte l'histoire concrètement, et puis avec différentes problématiques selon les types de produits. Si tu vends un produit qui est tout petit et que tu dois raconter une histoire dessus, tu galères. Si t'as un produit qui fait... Mais l'histoire, tu la racontes pas qu'en point de vente, en fait, tu la racontes dans la pub. C'est ça, tu dois la raconter dans la pub, tu dois la raconter sur les réseaux sociaux, tu dois la raconter aussi à tes clients quand tu es en négociation avec eux. Enfin, c'est toute une chaîne qui fait que ton histoire, elle tient de A à Z. Et c'est là où je pense que c'est important, c'est d'avoir une histoire qui est alignée. Et d'arriver à s'aligner de A à Z sur toutes ces étapes. T'as pris très jeune la direction d'un pays. Ouais. Comment t'en es arrivé à prendre cette direction-là? Parce que c'est assez peu habituel finalement dans les gros groupes, ou alors je me trompe complètement? Non, c'est vrai, j'étais jeune, hein, j'avais 30 ans à l'époque. Et en fait, ça s'est fait parce que je pense que j'étais assez ouvert pour bouger. J'ai toujours dit que moi, on pouvait m'envoyer un peu à droite ou à gauche. J'étais content à partir du moment où je pouvais continuer à apprendre des choses nouvelles et puis à progresser. Et puis ça continue à me stimuler aussi, intellectuellement en tout cas. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait, mais c'est vrai que je me suis retrouvé du coup dans un autre pays parce que j'étais basé en Hollande, donc devoir apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, et en même temps un job qui était beaucoup plus exposé que ce dont j'avais l'habitude. Mais c'était quoi ton rôle là? C'est quoi ta fiche de poste quand tu fais t'es là, t'arrives là-bas? Ouais, donc quand on est DG d'une filiale comme ça, l'objectif clairement c'est encadrer les équipes commerciales, marketing, logistique, pour faire en sorte que nos produits soient distribués dans le plus de magasins possible. Combien de références produits à peu près? On avait 300 références à l'époque, puisque c'est une marque qui fonctionne comme ça, Ducros Vainé, avec des gammes ultra larges.
Donc 300 références dans 2 pays différents, avec 2 langues différentes, parce qu'il y a le français et le flamand en Belgique, plus le néerlandais en Hollande. Donc c'était vraiment plein de choses nouvelles, mais qui m'ont appris. En fait, je me suis servi de tout ça pour Fier aussi. Hein. C'est comment est-ce qu'on s'assure que la logistique tient la route, comment est-ce qu'on s'assure que sa partie commerciale, négociation, on arrive à la mener à terme dans des conditions qui sont pas forcément favorables, parce que en Hollande ou en Belgique, les marques de McCormick sont pas du tout leaders comme ce que ça peut être en France. Donc avec une problématique de challenger, de petits joueurs en fait dans un monde de beaucoup plus gros. Et ça, c'est ma vie de tous les jours maintenant. Mais comment on fait justement quand on a 30 ans pour on n'a pas comment dire, tu te sentais légitime face à tous les autres? Alors c'est toujours une grande question, la légitimité. Je pense qu'on a toujours par rapport à tes propres équipes et puis par rapport à tes pairs, parce que effectivement quand on les connaît, les négos dans la grande distrib, elles sont dures. Ouais, elles sont dures, mais je pense que tout est question de posture. Et moi, j'ai jamais eu la prétention, et surtout quand je suis arrivé là, je suis arrivé avec l'envie d'apprendre en fait. Et je me suis dit bon bah moi je découvre un nouveau pays, je découvre un nouveau marché, j'ai aussi besoin d'être accompagné par les équipes, donc j'ai passé beaucoup de temps avec elles, on a construit les choses ensemble. Et je pense que cette posture de bah je suis pas là pour vous apprendre la vie. C'est aussi quelque chose qui a été apprécié, même par les clients néerlandais. Alors, on va pas rentrer dans le détail des spécificités culturelles, mais ce sont vraiment pas tendres. Ah bah, je te confirme, hein, j'ai une bonne expérience avec les Néerlandais. C'est pas des commerçants pour rien. Voilà, c'est ça. mais c'est vrai que quand je suis arrivé, moi, je parlais pas un mot de néerlandais. Je commençais à peine à comprendre les fonctionnements des enseignes néerlandaises. Et je suis arrivé en disant bon bah en fait comment est-ce qu'on arrive à construire quelque chose ensemble, parce que moi je suis juste là pour ça, donc on va y aller étape par étape, on va prendre le temps, mais on va essayer de construire quelque chose de stable. Et je pense que ça les a un peu déstabilisés, que on n'arrive pas en rentrant directement dans l'art en disant bon bah on est les meilleurs, on veut ci, on veut ça quoi. Et c'est quelque chose que j'essaie de continuer à faire. T'es resté combien de temps en poste là-bas? Je suis resté 3 ans. 3 ans. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans? Eh ben au bout de 3 ans il se passe le Covid. Petite période qu'on a tous traversée, et donc à cette époque-là j'étais toujours en poste, mais donc on était chacun chez soi, et en fait plein de choses dans le fonctionnement de mon entreprise de l'époque et puis même dans l'environnement qui ont fait que je me suis posé des questions sur comme beaucoup de gens sur concrètement, est-ce que ce que je fais colle à mes valeurs? Est-ce que ce que je fais a un sens pour moi, et est-ce que je me vois faire ça encore pendant 20 ans, 30 ans, etc. Et la réponse a été assez rapide à trouver, et je me suis dit non, en fait, je peux pas continuer à faire ça. Enfin, c'est un peu ce que tu disais au début, c'est que j'étais quand même un peu sur une voie royale dans ma boîte, c'était très cool, enfin, j'avais pris un job sympa, etc. Mais je me suis dit, mais en fait, je veux pas, c'est pas ma vie, je me vois pas faire ça pendant 20 ans, je me vois pas continuer à parler à ce que la seule préoccupation soit le cours de l'action de l'entreprise. Ça me colle pas à mes valeurs. Donc voilà, je me suis posé ces questions-là, et en même temps... c'est quoi tes valeurs? Comment ça colle pas? C'est quoi donc tes valeurs? Alors ça fait, c'est long débat, longue discussion. Mais ça colle pas. Mais parce que pourquoi? Non, mais en fait, moi, j'estime qu'il y a un moment où on doit faire des choses justes pour tout le monde, et où alors ça transpire beaucoup dans ce qu'on fait avec Fier, mais où la répartition de la valeur doit être juste pour tous. Et concrètement, tout ce qu'on faisait était pour tourner vers l'entreprise et pas vers les autres. Et donc je me suis dit en fait, quand on travaille dans une entreprise, il y a des fournisseurs, il y a des clients, il y a des distributeurs. En fait, tout le monde a le droit de bénéficier d'un écosystème plus vertueux. Et donc ça a vraiment beaucoup alimenté mes réflexions en me disant pourquoi est-ce qu'on est toujours obligé de se tirer dans les pattes? C'est quoi l'intérêt pour tous en fait? Parce que c'est fatigant pour tout le monde de vouloir toujours être plus fort que l'autre. Enfin, c'est clairement un état d'esprit qui est usant.
Donc c'était ce côté en fait si on se met tous autour de la table et qu'on collabore, on peut faire des choses vachement plus puissantes et fortes et intéressantes que ce qu'on fait. Et voilà, c'est pour ça aussi que à ce moment-là, on avait plein de discussions avec des collègues qui sont des amis, qui sont devenus des amis, et dont 2 qui ont des enfants en situation de handicap et qui ont plein de problématiques dans leur vie de tous les jours, d'activités, etc. Donc cette réflexion-là que tu viens de nous livrer, en fait, tu la partages avec d'autres collègues à l'intérieur de McCormick. Voilà, c'est ça. On avait déjà eu ces discussions bien avant le Covid, parce que on était proches, donc on en discutait de nos vies familiales respectives. Et donc on est assez vite arrivé à un constat de tout ce monde-là. Donc par exemple, si je prends l'exemple de la fille de mon ami qui est en situation de handicap, qui travaille dans un ESAT. Tu peux dire ce que c'est un ESAT? Donc un ESAT, c'est un établissement qui accueille des personnes en situation de handicap, un établissement et service d'aide par le travail, et qui a pour vocation de les insérer dans la société, leur donner un rôle, une utilité pour les former, etc. Et donc lui, il avait sa fille qui était dans un ESAT à côté de chez eux, et en fait, ce qu'il nous racontait, c'est que son ESAT avait des vraies difficultés d'activité et d'accès au marché, entre guillemets, le fameux marché. Et ce qui faisait que l'activité était vraiment irrégulière, et ça avait un impact ultra négatif sur sa fille, parce que les semaines où il y avait rien à faire dans l'atelier, en fait, elle était en dépression. Et donc, ça avait un impact super fort sur sa fille, sa vie à la maison, etc. Et donc, le constat, c'était de se dire, c'est quand même un peu dommage que des structures qui font des choses vraiment bien, ils font des jus de fruits, à cette époque-là, ils faisaient des jus de fruits, des brioches, ils soient pas en mesure d'accéder à un marché plus important qui leur permettrait d'avoir une activité régulière pérenne qui assurerait l'emploi de personnes, l'emploi et l'activité de personnes en situation de handicap. C'est quoi les barrières qui les empêchent d'accéder au marché, comme tu dis? En fait, c'est plutôt d'accéder à un marché intéressant, un marché important. Toutes ces structures-là, il y a 2400 ESAT en France, donc c'est vraiment un monde ultra important. Ils ont tous accès à un marché ultra local, donc ils distribuent les produits dans 2-3 magasins à côté de chez eux, ils ont une petite boutique, ils vendent aux familles, etc. Ça, c'est très bien. Mais comment est-ce qu'on arrive à les faire passer un cap et à leur apporter une distribution régionale, nationale, et ça c'est vraiment difficile parce que ça demande des compétences commerciales, ça impose des contraintes logistiques aussi qui sont beaucoup plus difficiles que d'aller livrer le petit magasin à côté de chez toi. Et comment est-ce qu'on raconte ça aux clients final? Et nous, c'est un peu comme ça que la réflexion est venue, c'est de dire en fait, on pourrait faire la même chose que ce qu'on fait pour une grosse boîte américaine, on pourrait le faire pour des structures qui aujourd'hui sont en galère, sont juste à côté de chez nous, et qui emploient des personnes en situation de handicap qui sont vraiment, qui ont besoin et envie de travailler. Et ça, cette réflexion, vous la menez durant le confinement? Comment ça se passe? On avait commencé avant. Vous la faites aboutir un peu plus à ce moment-là? Voilà. Et pendant le confinement, on réfléchit tous ensemble sur, un peu le sens de la vie, comme on dit. Et on se dit, en fait, c'est aussi notre responsabilité à nous. On est jeunes, on est dans des grosses boîtes. C'est un peu notre responsabilité de mener ce changement auquel on croit. Et donc on s'est dit en fait Banco, on a qu'à quitter ce qu'on fait. Donc sur les 4, on est 2 à quitter nos jobs. Tu peux donner le nom de tes autres associés? Ouais, avec donc Antoine, Anthony et Olivier. Et donc avec Antoine, on décide de quitter nos jobs pour se lancer à 100% dans l'aventure Fier. Donc là, vous démissionnez? On démissionne, ouais. C'était un geste spectaculaire. Non, mais alors te passe le détail de mes parents qui se disent mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais non, mais et que ça ne soit pas compris par l'entourage est une chose, mais il y a un risque financier aussi. Oui, mais après, moi je suis assez réaliste sur ça. C'est que quand j'ai quitté mon entreprise, j'avais 34 ans, j'avais un CV qui était qui était quand même cool.
je me suis dit bon bah je peux faire fier, et si jamais vraiment ça marche pas, dans 4 ans je pourrais retrouver un job, ça devrait aller. Et les autres étaient dans la même Et situation que toi? c'était il y en avait une partie celui qui l'a fait avec moi était dans la même situation que moi, et les autres l'ont pas fait, mais c'était d'un commun accord en fait. On a tous des situations familiales différentes, et donc cette prise de risque là, quand on a envie d'entreprendre, forcément ça se mesure aussi, parce qu'on n'a pas on peut pas forcément mettre nos familles à risque, etc. Et donc c'est pour ça que nous on s'est lancé un peu la fleur au fusil à ce moment-là. C'est en quelle année, là? Et c'était en 2021. Ok. Ouais. 2021, vous quittez vos postes, et là, l'idée, elle est à quel niveau de maturité? En fait, je pense qu'au moment où on décide de quitter notre entreprise et de se lancer dans l'aventure, on avait déjà toutes les bases de comment ça allait se passer à la fin, mais on savait pas du tout comment on allait y arriver. Ok, alors c'est quoi l'objectif? Donc vraiment l'objectif c'était avoir des produits fabriqués en ESAT, en entreprise adaptée, donc que par des personnes en situation de handicap, regrouper des productions d'une dizaine d'ateliers différents. Quel type de produit? Parce qu'aujourd'hui ça paraît évident, mais donc vous aviez en tête que c'était de l'épicerie? On s'était dit de l'épicerie parce que c'est ce qu'on savait faire, hein. On n'a pas non plus voulu se rajouter d'autres difficultés, donc on a commencé par ce qu'on savait faire, et pour le coup on a bien fait, je pense, parce que c'est déjà assez difficile. Donc on a commencé par des produits d'épicerie. On s'est dit on va lancer une gamme de produits d'épicerie en supermarché, qui est un monde qui fait un peu peur, mais en même temps aujourd'hui 90% des achats alimentaires sont faits en supermarché. Donc toucher cette chaîne-là, c'est avoir un impact massif le plus rapide possible. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit l'idée, on va créer une marque, une démarche. On savait pas trop encore comment ça allait s'articuler, qu'on va lancer en supermarché et faire connaître tout ce monde-là qui est vraiment incroyable. Et donc ça c'était la première partie, et quand on a continué à réfléchir, en étant un petit peu utopiste quand même, on s'est dit déjà c'est cool, mais on va essayer aussi de prouver qu'il y a un autre modèle économique qui peut fonctionner dans le monde de la grande distribution. Et donc on a voulu créer une marque sans but lucratif, où en gros il n'y a pas d'enrichissement personnel, et l'entreprise ne peut pas être valorisée, ne peut pas être vendue dans 5 ans à Danone. Donc on a créé une marque associative en fait. Et donc on a vraiment ça, c'est la première fois que ça existe? Ouais, c'est la première fois qu'on lançait en grande distribution comme ça, à cette échelle, une marque sans but lucratif. Et ça c'est vrai que c'est dans notre expérience, c'était quand même pour nous aussi important, par rapport à ce que je te disais avant sur coller à tes valeurs, moi de prouver qu'on pouvait avoir un modèle alternatif, mais pérenne, concret, solide, sérieux, parce que l'idée c'est pas non plus de paraître comme l'entreprise ou l'association un peu farfelue qui s'amuse. On veut prouver qu'on peut faire les choses de façon ultra pro, mais pas pour nous. Et tu vas t'arrêter là sur le pitch, parce qu'en fait on va le laisser en suspens, on va revenir, parce qu'il y a 1 milliard de questions que j'ai envie de te poser. On va revenir dessus, mais à ce moment-là, effectivement, vous avez cette idée, ces objectifs ambitieux. On va voir comment vous allez les mettre en œuvre. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous donner des infos, de la donnée sur le marché? Il va falloir quand même que c'est plus que Ducros et c'est quoi l'autre marque que tu Vainé. Et Vainé. C'est plus large, c'est peut-être autre chose. Le marché de l'épicerie, il faut à ce moment-là que vous en ayez une vision un peu plus fine. Aujourd'hui, je te propose de refaire cet exercice-là, là devant moi. Là, c'est en fait comment il fonctionne ce marché. Quand on parle de marché, c'est l'offre, la demande, la concurrence, la distribution. Est-ce qu'il y a de la réglementation là-dedans? Bref, comment il est structuré? Est-ce qu'il se porte bien, pas bien? Alors c'est une très vaste question. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que le marché de l'épicerie, nous on est allé dessus parce que c'est ce qu'on connaissait, parce qu'on a toujours travaillé, on a travaillé plus de 10 ans dans l'épicerie, donc pour nous c'était légitime d'aller ce là-dessus. qui nous paraissait le plus évident. On avait aussi les contacts qui nous permettaient de faire ça. C'est un marché, c'est le marché principal dans l'agroalimentaire. Hein. Alors l'épicerie, c'est quoi? Qualifions-le déjà. L'épicerie, dans l'épicerie, il y a épicerie sucrée, épicerie salée. Donc épicerie sucrée, c'est, je prends un exemple, c'est les biscuits, le café, les confitures, etc. Et à côté, il y a l'épicerie salée où là, tu peux retrouver les condiments, tous les condiments, les boîtes de conserve, etc., etc. Et en fait, c'est tout ce qui n'est pas périssable qu'on a dans son placard. Exactement. Et ça, en moyenne, c'est 60% du chiffre d'affaires d'un supermarché. 60%. Ouais. Ah, c'est énorme.
Et donc c'est vraiment le moteur le plus important en supermarché. Dans ces familles-là, il y a dans ce marché-là, il y a quelques familles qui sont particulièrement fortes. En termes de fréquence d'achat, etc. Et donc il y a des marges aussi qui sont un peu plus confortables. Alors c'est pas forcément corrélé pour le coup. C'est plutôt l'inverse en général. C'est fréquence d'achat faible égale grosse marge. Je sais de quoi je parle pour le coup. Mais c'est plutôt il y a des grosses familles avec des grosses fréquences d'achat où on sait qu'il faut être pour toucher le plus de consommateurs. C'est la famille des biscuits, c'est toute la gamme des petits déjeuners en fait, parce qu'en fait tout le monde prend des petits déjeuners tout le temps, et c'est le seul repas que tout le monde prend chez soi. Enfin, 99% des gens prennent chez eux, alors que le déjeuner ou le dîner, on peut sortir. Et donc c'est vraiment le monde du petit déjeuner, c'est vraiment, on savait que c'était un monde sur lequel il fallait aller assez vite, parce qu'on pouvait toucher plein de consommateurs. Donc c'est aussi comme ça qu'on a orienté l'offre, même si on en parlera sûrement après, mais on choisit pas forcément les produits qu'on lance, c'est plutôt des ateliers qui nous contactent et on choisit ça. Donc voilà, c'est un marché qui est énorme. C'est quoi énorme? Mais alors bon, c'est en plusieurs dizaines de milliards, mais je voudrais pas te dire n'importe quoi, mais qui est trusté par des gros groupes. En fait, alors il y a plein de marques différentes, mais qui souvent appartiennent à des grands groupes. Là, on parle de quoi? De Unilever, Deleuze, voilà, etc. Qui ont plein de marques différentes, mais qui du coup ont une force de frappe dans les supermarchés qui est énorme, parce que si tu as 5 marques en magasin et de 200 produits, tu peux plus facilement envoyer des commerciaux, ça sera plus facilement rentable que si tu envoies 2 pots de confiture. Et donc, tu te frottes à des grosses entreprises qui ont un pouvoir très très fort de négociation avec les enseignes et en magasin. La singularité de ce marché, c'est qu'il est tripartite en fait. Tu as les marques, les distributeurs et les consommateurs. C'est ça, exactement. C'est qu'une marque doit convaincre et le distributeur et le consommateur. Et ça, c'est vraiment c'est la vraie particularité de la grande distribution quand même, et je pense qu'on en parlera aussi, mais on n'a pas, quand on est une marque, on n'a pas le contact direct avec le consommateur. Donc, il faut trouver un moyen d'avoir ce contact-là. Parce que sinon, c'est vraiment le distributeur qui a ce contact-là, qui a toute la donnée, etc., etc. Donc, on a en fait une offre qui est majoritairement structurée autour des gros groupes. Il doit y avoir quelques petits indépendants. Voilà, c'est ça, tout petits, mais peu nombreux. C'est quoi? Donc, plus de 90% du marché qui est organisé par les gros groupes globaux, ceux que tu connais. Au milieu, il y a la distribution. Tu dis que la majeure partie de ces produits-là est achetée en grande distribution. Et puis, tu as le consommateur. Et globalement, c'est un marché qui est en croissance, qui est en décroissance, qui est en reconfiguration. Comment ça se passe? Parce que le consommateur, c'est quand même lui, qui, même si ses choix sont dictés par la pub et les histoires, tu l'as justement expliqué tout à l'heure, il y a aussi le consommateur. Ouais, alors le marché de l'épicerie, c'est pour le coup un marché qui a toujours été plutôt protégé de toutes les crises inflationnistes, parce qu'en fait le consommateur, a quand même crises inflationnistes. Pourtant, les matières premières, elles ont flambé, donc il doit y avoir des coûts. Mais en fait, un consommateur qui prend son petit déjeuner et qui boit son café avec sa tartine de confiture, il a toujours besoin de ça. Et donc il va faire des arbitrages sur d'autres catégories ou même d'autres types de dépenses comme les sorties, les loisirs. Et donc c'est un marché qui est quand même plutôt préservé de ça, mais qui est très challengé sur. Il y a eu des guerres des prix, il y a toujours des guerres des prix d'ailleurs sur ce genre de catégorie. Mais c'est un marché qui est beaucoup tiré par l'innovation. Donc en fait c'est pour ça qu'on voit toutes les grosses marques qui lancent une série d'innovations chaque année. Donc les grosses marques comme Ferrero par exemple qui lancent des biscuits chaque année, qui lancent des nouvelles pâtes à tartiner, etc. Et en fait c'est ça qui tire le marché aussi. Et c'est ça que les distributeurs attendent. Et le consommateur, il attend ça. Et à l'inverse, c'est ce que j'allais te dire, à l'inverse, le consommateur, il dit, en fait, moi, j'ai envie de savoir ce que j'achète. J'ai envie de consommer quand même un peu plus consciemment, de façon un peu plus consciente, de choisir mes produits. Mais il y a quand même toujours la question du prix. Et ça, c'est vraiment l'arbitrage. Enfin, tu vois, on le voit vraiment dans les offres et toutes les discussions qu'on a avec la grande distribution, c'est OK, c'est très bien d'avoir une offre différente, d'avoir une offre vertueuse, transparente, tout ce que vous voulez.
Mais à la fin, mais il c'est faut le que ça prix. se vende. Ouais. Et donc, pour que ça se vende, bah, il faut que le prix de vente soit dans les clous du marché. Et donc, il y a vraiment toujours cet arbitrage entre pousser plus de qualité, plus de transparence, du local, etc. Et en même temps, la réalité du conso qui, à la fin, le veut, mais quand il doit choisir, il choisira toujours le prix. Enfin, dans 95% des cas. Et donc, c'est une équation qui est pas forcément simple à tenir, quand même, hein. Et le consommateur, il est sensible aux histoires justement que racontent les marques. Et là-dedans, la grande distrib, les marques les MDD, c'est Bah, oui, alors les MDD en France, c'est environ, alors ça dépend des enseignes et des catégories, mais environ 30% de la distribution, c'est des marques de distributeurs. C'est Donc, énorme. C'est énorme, mais c'est assez peu par rapport à d'autres pays européens, hein. Donc on pense qu'il y aura quand même une progression de la marque de distributeur. Et puis surtout en termes de qualité, il y a un vrai. ça sort des mêmes usines ou pas? Ouais, pardon. Ça sort un peu des mêmes usines, non? Bah alors ça dépend. Il y a des distributeurs qui ont leur propre usine. Mais sinon, souvent, oui, c'est les mêmes usines. Et quand on visite des usines de fabricants alimentaires, c'est assez drôle de voir la marque de distributeur et la propre marque. Mais j'ai oublié ta question du coup. Non, justement, est-ce que le consommateur, il est sensible aux histoires, aux histoires, ou est-ce que il est plus méfiant? Est-ce qu'il est mieux éduqué? Comment il voit les choses? Alors, je pense Est-ce que ça évolue déjà? Ouais, ça évolue. Je pense qu'il y a une prise de conscience, et ça c'est assez récent, on va dire, ça fait 4-5 ans. Il y a une prise de conscience que on peut pas continuer à consommer comme on a consommé. Et ça c'est valable sur tous les sujets, que ça soit alimentaire ou pas alimentaire. Et après, il y a donc ça c'est la prise de conscience. Et après, concrètement, comment t'agis quand t'es en magasin, en supermarché? C'est complètement différent. C'est ce que je disais, c'est que tu vas regarder deux produits. Je te donne un exemple. Deux paquets de café. Deux paquets de café. Tu regardes une marque de distributeur, tu regardes une marque petit producteur, commerce équitable. T'as envie d'acheter tu te dis bah ouais, en fait moi j'ai envie d'acheter le café équitable parce que au moins ça contribue à un monde un peu plus juste. Puis après tu regardes le prix au kilo. Et là, t'as un arbitrage qui se fait. Et t'as des gens qui pour la prochaine fois. voilà. Et tu dis que tu fais ah ouais quand même là je peux pas me le permettre. Et en fait c'est vraiment ça, je pense, la situation dans laquelle on est, c'est de se dire bah c'est un peu nous tout ce qu'on essaie de faire, c'est pas parce que c'est engagé que ça doit être plus cher. Et moi je crois vraiment en ça en fait. Je pense qu'il y a plein de modèles qu'on est capable de créer et qui permettraient que le conso et entre guillemets que le consommateur soit mis devant un choix plus simple. Parce qu'aujourd'hui, c'est ultra cornéen. Enfin, si tu te mets à la place du conso, t'es là, bah, en fait, soit j'achète ce café qui est pas très cher et je sais que potentiellement c'est pas très vertueux, et à côté j'ai celui-là qui est cher, qui est vertueux, mais je peux peut-être pas me l'offrir. Donc t'as vraiment l'impression limite de faire une mauvaise action en faisant tes courses, quoi. Et ce qui est vertueux, c'est objectivement plus cher à produire? Ou est-ce que les marges sont plus chères ou plus élevées, je veux dire? C'est qu'est-ce qui justifie? Parce que là, tu es en train de me dire, non, mais en fait, quelque part, on peut bien consommer des bons produits sans que ce soit forcément plus cher. Alors, c'est une équation qui est vraiment pas simple, hein. On s'en rend bien compte, nous, sur certains produits, il faut bien réfléchir pour arriver à avoir le bon positionnement prix. Moi, je suis quand même convaincu que plus on va orienter le marché vers ce type d'offre, plus les prix vont devenir accessibles. Et c'est toute une question de volume. C'est une question de volume en fait. Enfin, c'est l'offre et la demande. Et mécaniquement, si on se met à vendre beaucoup plus de café de petits producteurs ou à vendre beaucoup plus de fruits et légumes français, et ben les enseignes vont se mettre à acheter plus de fruits et légumes français. Donc, bah forcément, ça va devenir plus accessible. On va Après, il y a une question de capacité aussi, hein. Exactement, ça c'est sûr. Ça, c'est un vrai sujet, mais je pense que la capacité. Je suis pas sûr que on ait la capacité en France à nourrir tous les Français de fruits et légumes français. Non, mais ça c'est sûr. Quant au café, la question se pose même pas. Non, ça pour l'instant. Mais non, mais il y a aussi une question de quantité, d'offres, etc. qu'on peut aussi apprendre à réduire, je pense, de façon assez importante. Alors merci pour cette description du marché, parce que même si on a l'impression de le connaître, de voir, c'est toujours bien de le redéfinir.
Parce que finalement, avec Fier, vous allez arriver au milieu d'un monde ultra compétitif avec des marques qui sont des requins. Mais c'est vrai, c'est pas des agneaux. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Voilà. Non, mais on le sait bien. Attends, dans l'actualité, chaque année, on entend ces négos commerciales. Ça se fout sur la gueule entre distributeurs et marques. Ça fait la une de la presse, même générale, pas de la presse spécialisée. Donc, on sait bien en tant que consommateur comment ça fonctionne. Alors, vous dites, avec toi, avec tes associés, finalement, on vient de ce monde-là, et si on veut avoir de l'ambition, il va falloir jouer avec ses règles. C'est ça. On va jouer avec ses règles, mais on va faire un peu autrement quand même. On revient un peu au lancement, là. Tu commençais à le dire tout à l'heure, là, quand je t'ai coupé la parole pour parler du marché, que vous lanciez une marque à but non lucratif. Alors, tu peux développer un peu parce que c'est important que dès le départ on mette les choses d'équerre pour que tout le monde comprenne bien. Ça veut dire quoi une marque à but non lucratif? Parce qu'une entreprise à but non lucratif, on connaît, il y en a plein, OpenAI. Pas la même valorisation. Non, mais voilà, il en existe plein. C'est quoi une marque? Comment ça fonctionne? Comment vous organisez la chose pour être perçu comme père vis-à-vis de la distribution, la grande distribution? En fait, on a beaucoup réfléchi, on a été accompagné sur cette structure-là parce que c'est pas du tout ce qu'on savait faire à l'époque. Et donc toute notre ambition, c'était de que rien ne nous appartienne. Et ça, c'était vraiment pour nous clé. Donc rien n'appartienne aux fondateurs. On s'est dit pourquoi? En fait, parce qu'on s'est dit on croit en un modèle où tout le monde doit bénéficier et c'est pas forcément limité aux actionnaires. Et donc on a voulu créer une structure où en fait c'était ça appartenait à personne. Et en fait quand on réfléchit, c'est le modèle associatif, ça. C'est typiquement ça. Et on s'est dit modèle associatif plus grande distribution, il y a un truc qui marche pas. Donc on a créé une structure plus classique, une société commerciale qui nous permet de travailler avec la grande distribution et qui correspond au code de la grande distribution, parce qu'on y reviendra, mais tout ce qu'on fait, c'est pour correspondre au code de la grande distribution. Donc on a une société commerciale, mais qui appartient à 100% à l'association. Donc en fait, c'est une ESA, c'est ça. C'est une ESA qui appartient à 100% dont les à parts la structure associative. Voilà, exactement. Ouais. Okay. Et la marque, en tant que marque, appartient aussi à l'association, donc peut pas être cédé à ce que je disais. Donc la SA a entre guillemets une licence d'exploitation. C'est ça, exactement. Ouais, c'est exactement ça même. Donc c'est vraiment tout ce qui est fait au sein de la société commerciale revient entre guillemets à l'association, qui a ensuite pour mission de réinvestir dans des associations ou des projets en lien avec l'insertion de personnes en situation de handicap. En fait, l'idée, c'était, on va créer de la valeur grâce à des produits fabriqués par des personnes en situation de handicap, et la valeur qu'on crée, on va la redistribuer aussi à des associations ou des projets en lien avec ça. Ok. Donc, quand on arrive devant la grande distribution en tant que dirigeant d'une ESA, il n'y a pas de problème. Non, encore une fois, l'idée, c'est que la grande distribution, c'est un monde qui est ultra processé, avec des modes de fonctionnement qui sont très rigoureux et stricts. Et dès que vous n'êtes pas exactement dans les rails, en fait, vous sortez t'es même plus regardé, quoi. T'es pas regardé. C'est trop compliqué et on n'a pas le temps de faire des choses compliquées. Et donc, nous, ce qu'on a voulu, c'est de se dire, en fait, on sait ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent pas nous dire non. On a essayé de lever toutes les barrières pour qu'à la fin, ils puissent pas nous dire, ouais, non, on n'a pas. Ok. Donc là, vous avez mis en place cette structure hyper habile. Le nom Fier, vous l'avez choisi quand et comment? En fait, c'est assez simple. On n'a pas réfléchi beaucoup parce que les premières visites d'ESAT, d'entreprises adaptées qu'on a fait, je me souviens vraiment de cette première visite qui était assez dingue, où c'était un atelier qui faisait des biscuits, et on rentre dedans et c'est un des travailleurs en situation de handicap qui nous fait la visite.
la visite guidée de l'atelier. Et franchement, chaque phrase, il me disait ah bah ça, on est trop fiers, c'est notre four. Et en fait, le mot fier, c'était vraiment ce qui transpirait du discours. Et on s'est dit bah ouais, en fait, ça paraît évident, ça sert à rien de chercher quelque chose de plus compliqué alors que le nom est là. Et en plus, ça correspond vraiment à ce qu'on a envie de transmettre aux consommateurs, mais aussi à l'atelier qui produit. C'est bah on a tous un rôle à jouer pour une économie un peu plus juste, un peu plus vertueuse, quoi. Et donc en fait, l'idée c'est bah la personne en situation de handicap dans son atelier, elle peut se dire bah ouais, je suis super fier que mes produits se retrouvent dans l'Intermarché ou le Carrefour à l'autre bout de la France. C'est quand même assez fou sur le papier. Le distributeur, il peut se dire bah ouais, en fait, moi aussi, je peux être un peu fier d'avoir contribué à l'emploi de personnes en situation de handicap. Et le conso, il se dit bah ouais, c'est pareil, c'est cette même notion de fierté de se dire bon bah ouais, c'est vrai que quand j'achète un produit fier, je sais au moins que ça sert un peu plus une cause vertueuse, quoi. Alors ok, merci. On a le fin mot de l'histoire pour le nom. Quand on commence un projet comme le vôtre, par où on s'y prend, parce que les centres, alors déjà dans ces ESAT, les handicaps, ils sont variés. Il y a pas, c'est des handicaps de quelle nature? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne avant que je te pose la question de mais comment on fait pour aller les rencontrer et comment on fait pour les fédérer? Parce que il y a ça. Tu peux nous en donner une définition, tu vois, comment ça fonctionne, combien il y a de personnes, est-ce que c'est à chaque fois des associations, comment, tu vois, parce que je pense que il y a des gens qui connaissent, beaucoup qui connaissent pas, et ceux qui connaissent, enfin en tout cas moi je me place dans cette catégorie, je connais sans connaître. Ouais. Oui, non mais c'est un monde qu'on n'a jamais trop appris à connaître et qui a toujours été un petit peu caché entre guillemets. Je sais pas si tu as cette image-là. Moi, je viens d'un petit village où dans notre village, l'ESAT du village, il était à la sortie de la ville, après le rond-point, derrière le panneau de la sortie de la ville. C'était vraiment, tu voulais pas le voir, tu le mettais le plus loin possible du cœur de la ville. Et en fait, dans ces structures-là, que ça soit ESAT ou entreprise adaptée, donc juste pour clarifier, un ESAT, c'est une structure associative financée, on va dire, en partie par des aides publiques, en partie par l'activité commerciale. Et à côté, il y a des entreprises adaptées, donc c'est des entreprises classiques, entre guillemets, mais qui ont fait le choix d'employer une majorité de personnes en situation de handicap. D'accord. Ok. Et ils font ce choix pourquoi? Ils font ce choix parce qu'ils ont un besoin ou une vocation d'insertion. Et enfin, c'est un modèle qui est assez incroyable pour en connaître pas mal. Et donc, nous, on travaille avec ces deux types de structures. Donc, on travaille pas que avec des ESAT ou des entreprises. On travaille peu importe la structure, à partir du moment où il y a une majorité de personnes en situation de handicap. Et donc, ces structures-là, il y en a plus de 2500 en France. Si je prends ESAT et entreprises adaptées, il y en a plus de 2500 en France. Ça représente 200 000 emplois. Donc, c'est quand même un secteur important. Et qui accueille tout type de handicap. Et c'est ça que nous, on trouve super intéressant et enrichissant. C'est handicap mental, cognitif, physique, handicap de naissance, handicap acquis au cours de la vie, handicap temporaire aussi potentiellement. Et nous on trouve ça intéressant de pas donner une image unique du handicap, parce qu'en fait le handicap, il y a un handicap différent par personne quasiment. Et donc c'est ça qui est très varié et ce qui est aussi une des difficultés qu'on rencontre, hein, c'est que c'est difficile de parler de handicap parce que c'est très intangible en fait, tu vois. Et donc voilà, il y a autant de personnes que de handicaps différents. C'est des structures qui sont incroyables dans l'adaptation aux personnes, parce que ce que je te dis, dans une structure qui a 10 personnes avec 10 types de handicaps différents, comment est-ce que tu fais pour avoir une organisation qui colle aux besoins de tout le monde? Et nous on a découvert, moi je connaissais pas du tout ce monde-là, hein. Je l'ai découvert avec justement, raconte comment vous avez fait pour le découvrir, parce que vous aviez cette idée et vous ne le connaissiez pas. Comment on fait pour apprendre à le découvrir? Tu prends ton bâton de pèlerin, vous avez pris avec tes associés votre bâton de pèlerin. Oui, c'est ça. Et toc toc toc, voilà, on a un projet, comment vous fonctionnez, est-ce qu'on pourrait fonctionner ensemble? C'est ça, on avait du coup on avait l'histoire de la fille d'Anthony, mais
après, on s'est dit, en fait, le meilleur moyen de savoir ce qu'on peut apporter, c'est d'aller les rencontrer, tout simplement. Donc, on est allé voir, on a contacté des structures, des associations, des regroupements, en leur disant, voilà, on a un projet, est-ce qu'on peut s'en parler? Et donc, on a fait des visites des AT, des visites d'entreprises adaptées, on a rencontré des groupements, et on a écouté un peu leurs problématiques. Et en fait, la problématique que tout le monde avait, c'était des problématiques d'activité, et tu vois, de régularité d'activité, de croissance d'activité. Et donc, de façon juste en écoutant, on s'est dit oui, en fait, notre projet, il correspond juste à un vrai besoin. Mais encore une fois, moi, c'est ça que j'essaie d'expliquer aussi à la grande distribution. C'est Fier, c'est pas une lubie marketing, c'est pas un kiff, quoi. En fait, c'est un besoin. Et c'est le besoin de toutes ces structures qui aujourd'hui ne sont pas du tout, alors pas toutes, mais une grande majorité, ont pas été formées à ce développement commercial. Et donc, on a assez vite discuté avec ces structures en disant, ok, qu'est-ce que nous, on peut vous apporter? Et ils nous disent, en fait, nous, on a besoin de débouchés. Ok, nous, on sait faire à peu près. Et après, on a réfléchi à comment est-ce qu'on arrive à mutualiser tout ça, à les regrouper, à travailler Attends, on va ensemble. y arriver, mais une fois que vous avez compris le fonctionnement de ces différents centres de production, comment vous avez déterminé votre offre? Est-ce que c'est au travers de ce que vous avez vu, tiens, là, je sais qu'ils font ça, peut-être qu'on va pouvoir le vendre, là, ils font telle autre chose, on va le vendre, ou alors vous avez eu une réflexion autour from scratch d'un catalogue produit? Ouais, en fait, quand on a découvert toutes ces activités et ce monde-là, on a un peu eu envie d'aider tout le monde. Tu vois un peu l'idée. Et donc on a commencé par 4 établissements et les 4 qui faisaient des choses différentes. Il y en avait une qui faisait des épices, alors c'est tombé par hasard, mais une qui faisait de la confiture, une qui faisait du miel, une qui faisait des snacking, des chouchous, des choses comme ça. Donc tu vois, t'as un peu différents univers et on s'est dit bon tout ça c'est de l'épicerie et on sera plus fort si on arrive avec une gamme et une offre large, parce qu'on sera plus fort auprès de la grande distribution, parce que c'est sûr que si on vend un seul produit, on va être inexistant dans une gamme de plusieurs dizaines de milliers de produits. Par contre, il y a une gamme importante, on va pouvoir avoir une exposition plus forte. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé avec cette offre, qu'on a clairement pas choisi, en fait, De façon opportuniste. Elle s'est imposée à nous, entre guillemets, avec les rencontres qu'on a pu faire. Et de toute façon, c'est un peu toute l'histoire de Fier aussi, ça s'est construit comme ça, au gré des rencontres. Ok, donc vous arrivez avec un premier catalogue de 4-5 produits, c'est ça? On avait 30 produits. On a commencé avec 30 produits. Donc 30 là, produits. quand on allait voir la grande distribution avec 30 produits... Et 30 produits dans 30 centres de différents? Non, 4. 30 produits qui venaient de 4 ateliers différents. De 4 ateliers différents. Donc là, vous avez... Alors, ils sont en capacité de les produire en quantité suffisante. Oui. Et là, il faut créer son histoire. C'est la fameuse histoire. La fameuse histoire dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça. Parce qu'aller voir la grande distrib, ok, t'as le carnet d'adresse pour aller faire toc, mais la grande distrib, il faut lui raconter l'histoire, celle qu'elle va aussi raconter aux consommateurs. Ouais. Et ça a été vraiment tout l'enjeu. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a vraiment nos deux jambes. C'est-à-dire que on a la jambe associative, insertion de personnes en situation de handicap, etc. Et on a aussi la jambe commerce marketing et en même temps avec un modèle économique différent. Et donc on allait voir la grande distribution comme ça, un peu de façon très naïve, en disant, et on a commencé comme ça vraiment, on allait voir en disant on a un projet. On n'est pas arrivé avec le truc ficelé, parce que déjà il était pas ficelé. Mais vraiment on est arrivé avec... Là on est en quelle année à peu près? 2022, là on est en 2021, 2022, ouais, 2022. Et on allait voir des enseignes avec ce projet un peu fou. Et quand on leur a présenté ça, on a eu une écoute qu'on pensait vraiment pas avoir. Et qui nous ont dit, ouais, ok, effectivement, ça fait sens. Ce que vous nous proposez, ça fait sens. Enfin, ce projet fait sens. C'est un besoin aussi de proposer une offre plus responsable. Et ça, on voit que la grande distribution, ils sont vraiment en train de prendre ce chemin-là, de toute façon. Donc, ça colle à un besoin. Si vous êtes capable de jouer comme les autres, on vous suivra. Et jouer comme les autres, ça veut dire quoi dans leur bouche? Ça veut dire concrètement assurer une distribution. C'est des enjeux logistiques. C'est clairement de la logistique et après une partie plus administrative. Donc comment est-ce qu'on arrive à être créé dans leur système, etc., etc.
Là, vous aviez quand même le nom, le logo, les couleurs. Les gammes de produits, mais Vous tout êtes ça, arrivé avec un projet, mais il y avait quand même, c'était pas ficelé. on n'avait rien lancé, on n'avait pas d'échantillon, on n'avait pas de... Mais il y avait malgré tout un début d'histoire. Oui, oui. Parce que on est en audio, donc on voit pas les produits qui se trouvent juste derrière moi. C'est coloré. Orange et rouge, jaune, ouais. Orange, avec fier en blanc, ça se voit. Donc vous avez travaillé cette dimension-là aussi. Oui, bah c'était aussi l'enjeu quand on a échangé avec la grande distrie. Ils nous ont dit il faut que vous arriviez à exister. Et de toute façon, on savait que c'était l'enjeu pour nous. Hein. C'est que dans un rayon, on connaît tous des supermarchés, on voit la taille des rayons. Et si t'as un produit perdu au milieu et qu'en plus il te saute pas aux yeux, bon, t'as aucune chance que le consommateur te trouve. Donc on a fait des choix et on a eu de la chance. On a été accompagné par une agence qui s'appelle Team Créatif, qui nous fait tous les packs depuis tout début. Et en fait, on a fait ce choix d'avoir un pack qui soit ultra flashy. Et enfin, c'est ce qu'on dit souvent. C'est si on avait pu le faire clignoter, on l'aurait fait. Mais l'idée, c'est que le conso, il puisse pas le louper et qu'au moins ça lui attire l'œil et puis qu'il regarde, parce qu'on écrit dessus fabriqué par des personnes en situation de handicap. Enfin, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple et efficace pour que le conso, dans les 5 secondes qu'il a devant chaque rayon, il comprenne ce qu'on essaie de lui raconter. On va avancer un peu dans le processus. Donc la grande distrie dit OK. Donc après, il va falloir exécuter en fait tout ça, mettre en œuvre le projet. Il y a les enjeux logistiques, il y a les enjeux d'unification de la production. Le packaging, il faut qu'il sorte de la même façon de tous les centres. Donc vous avez un fournisseur qui fabrique ça, que vous devez et ensuite faire livrer tous les centres. Aujourd'hui, il y en a combien? C'est ça, on travaille avec 10 structures différentes là maintenant. Donc les 10 doivent recevoir. C'est ça. Il faut rédiger un cahier des charges pour qu'ils produisent tous de la même façon. C'est ça, exactement. On a des contrats avec eux, des accords pluriannuels, parce que en fait tout notre enjeu, c'est de les accompagner sur la durée. C'est pas que ça soit un coup d'épée dans l'eau avec un pic d'activité et que derrière il se passe plus rien. Donc on s'engage aussi. Et la grande distribution s'engage, donc on est tous engagés. En fait, ça marche que si on est tous autour de la table sur plusieurs années pour développer toute cette activité-là. Et mais oui, tout l'enjeu là, c'est d'arriver à unifier les modes de production, les qualités, la partie logistique, la partie packaging. Et c'est vrai que quand on est une toute petite structure avec peu de moyens, il faut être un petit peu créatif. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire à peu près, même si forcément on a eu plein de petites embûches, mais voilà, c'était aussi ça. Après, il faut aussi le dire, parce que pour revenir à ce que tu disais au tout début, on a quand même souvent tendance à critiquer la grande distribution parce que c'est des gros méchants. Nous, on a vraiment été accompagnés sur plein d'éléments qui nous ont permis de lancer le projet. Et je te donne un exemple, ils ont accepté des délais de paiement beaucoup plus courts pour nous que ce qu'ils feraient avec un grand groupe. Et ce qui a changé toute notre vie, en fait. Et sans ça, on n'aurait jamais pu le faire parce qu'on n'a pas la trésorerie pour avancer tous les achats qu'on fait auprès des ESAT et des entreprises adaptées. Et vous avez levé de l'argent ou pas pour ça? Non, en fait, nous, le statut associatif fait qu'on... ouais. Mais à travers de l'association, on peut techniquement. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le modèle start-up classique qu'on voit dans l'alimentaire, où on commence par lever 1,5 million et puis on fait de la pub, quoi. Nous, on fait vraiment le chemin inverse, où on y va. Mais quelque part, c'est un modèle économique qui est sain. Oui. Moi, je crois en ce modèle-là, mais c'est beaucoup plus contraignant quand même. C'est sûr que si demain j'avais 1 million pour faire de la pub, je serais très content, mais par contre, je serais moins content d'avoir des actionnaires qui réclament un retour sur investissement. Potentiellement un retour. Tu commençais à l'évoquer d'un point de vue logistique. Appliquer les règles de la grande distribution à Fier, c'est aussi garantir la capacité à délivrer les points de vente. Aujourd'hui, vous êtes distribué dans combien de points de vente? Aujourd'hui, on peut trouver des produits Fier dans 2000 magasins en France, 2000 supermarchés en France. Donc c'est énorme, réparti sur tout le territoire. Partout en France. Et donc, il faut être en capacité de livrer tous ces points de vente. C'est ça. Et comment on fait? On fait pas tout seul, déjà. C'est la règle. On a choisi à chaque fois, sur chaque
type d'action, donc sur la partie de distribution, enfin logistique, on va dire, on essaie toujours de s'adosser à des gens dont c'est la spécialité. Donc nous, on travaille avec le leader de la logistique et du transport en France, qui nous permet de gérer tout notre stock, de préparer les commandes des entrepôts de la grande distribution et ensuite d'aller livrer l'entrepôt Auchan à Lille ou l'entrepôt Intermarché à Marseille. Et c'est vraiment ça où, encore une fois, on a voulu dire à la grande distribution, ne vous inquiétez pas, on fait ce que vous nous demandez de faire, hein, surtout. Donc c'était vraiment l'enjeu de lever toutes ces barrières. Ouais, c'est important et c'est en fait en ça pour les différents centres, c'est un débouché économique parce que ils ont pas à devoir taper à la porte de la distribution parce que ça ils auraient jamais été reçus. Et là vous faites l'intermédiaire qui permet de rassurer tout le monde. C'est ça. Et c'est vraiment ça en fait l'enjeu, c'est que si tu prends un tout petit peu de recul, tu te dis le monde des ESAT, c'est une multitude de petites structures, je te disais 2500 petites structures et à côté tu as 5 grosses enseignes qui sont des gros mastodontes. Et tu te dis en fait il y a rien en commun dans ces deux mondes-là. Et donc on s'est dit pour qu'ils communiquent en fait faut qu'il y ait un routeur. Ouais voilà c'est ça, un petit intervenant au milieu. Et comme ça la grande distribution n'a qu'un seul interlocuteur, c'est nous. Et potentiellement un jour je l'espère 1000 ateliers qui ont un seul contact, c'est nous. Et ben justement, la scalabilité de votre modèle, elle est réelle. Est-ce qu'on peut facilement déployer? Parce que si vous voulez, je sais pas, augmenter en volume les références que vous vendez, rajouter des références, comment en fait on peut rassurer la distribution sur la capacité à assurer une montée en charge des ventes? Alors c'est une super question et c'est ce qui nous fait réfléchir au quotidien. En fait, il y a plusieurs enjeux. Nous, notre enjeu principal, c'est d'accompagner le plus de structures possible parce que notre mission, elle est là. C'est pas forcément de booster les ventes sur un produit pour un atelier, c'est vraiment d'accompagner le plus de structures possible parce que qui dit plus de structures dit plus d'emplois pour plus de personnes en situation de handicap. C'est tout simple. Ça veut dire que je sais pas, j'ai derrière moi la confiture, du café. De la confiture. Ça veut dire que la confiture aujourd'hui, il faudrait s'il y a un besoin, une demande qui devient tellement forte que les 4 centres avec lesquels vous travaillez ne sont plus en capacité de fournir le volume nécessaire, demander à d'autres centres d'appliquer une sorte de cahier des charges pour pouvoir produire la même confiture ailleurs. C'est exactement notre modèle. En fait, c'est ça. C'est de se dire, on commence avec un atelier qui a une certaine capacité de production. Quand on arrive à la limite de cette capacité, on applique le même type de fonctionnement à une autre structure qui permet de créer de l'emploi aussi pour une autre structure. Et en fait, ça, c'est ce qui va être vraiment... pour nous, c'est ça le futur de Fier, en fait. C'est comment est-ce qu'on arrive à fédérer, accompagner et aussi, au final, on va les aider aux achats. Parce que l'on les aide à la vente, là. Mais si demain, on arrive à fédérer 3 ou 4 ateliers différents qui font des pots de confiture, en fait, pourquoi est-ce qu'on les accompagnerait pas sur l'achat des pots de confiture plutôt que des pots en verre, plutôt que chacun achète dans son la coin. matière première, tu veux dire. La matière première, l'emballage, etc. Et en fait, je pense qu'on a un vrai rôle là de... En gros, un peu d'industrialisation de ce genre de process pour que eux gagnent aussi un peu mieux leur vie et puissent investir parce que eux ils investissent, c'est pas encore une fois c'est pas pour des actionnaires, c'est que vu que c'est aussi statut associatif, c'est améliorer les conditions de travail, investir du coup dans les lieux et aussi embaucher de nouvelles personnes. Comment ça marche concrètement quand ils produisent une fois par semaine, vous leur achetez le stock? Ouais. Je sais pas quelle est la fréquence d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça dépend des produits et des ateliers, mais vous leur achetez directement. Ouais. Et c'est stocké dans votre hub, entrepôt, c'est ça. Pour après alimenter en fonction des besoins la grande distribution. Exactement. C'est exactement ça notre modèle, ce qui du coup a plein d'implications financières complexes parce que c'est nous qui avançons. Il y a un trésor de malade. Mais c'est aussi pour ça que ce que je te disais sur la grande distribution qui a joué le jeu et quand on a expliqué ça. En fait, c'est le seul modèle qui permettait que la grande distribution accepte de travailler avec nous, c'était que nous, on soit en possession du stock pour gérer la partie facturation, etc. Et donc, on leur a dit, OK, mais par contre, il faut nous accompagner sur les conditions, les délais de paiement. Parce que si on fait ce
qui est appliqué en grande distrie, c'est-à-dire règlement à 60 jours, en fait, nous, on peut pas le faire, quoi. Il y a la volonté d'élargir la gamme de produits? Ouais, c'est tout notre modèle, en fait. Nous, on a un rêve un peu fou, c'est que techniquement, tu pourrais trouver un produit fier dans tous les rayons d'un supermarché. Aujourd'hui, on est dans 4 rayons différents, mais tu pourrais être au rayon boîte. Il y a des ateliers qui font de la conserve, il y a des ateliers qui font. On a été contacté par une structure qui fait des yaourts, par exemple. Alors tout ça, c'est plein d'étapes différentes, mais ce qu'il faut se dire, et je pense que c'est ça l'enjeu, et ce que je te disais c'est un besoin, c'est que toutes les semaines, on est contacté par des ESAT ou des entreprises adaptées qui ont des besoins et des difficultés en termes de débouchés. Et donc forcément, on peut pas répondre à tout le monde, on peut pas accompagner tout le monde, mais en fait, il y a un vrai besoin et il faut juste qu'on arrive à trouver le bon mode de distribution, et on est en train de travailler dessus pour accompagner des plus petites structures aussi. Donc là, on est en train de travailler sur des assortiments régionaux, tu vois, comment est-ce que tu arrives à faire du local en même temps. Enfin voilà, il y a plein de projets qui peuvent être super intéressants qu'on peut tester. On est en train de voir pour le tester avec une enseigne. Je te donne un exemple. On a un ESAT qui est une microbrasserie dans le nord de la France. Ils font des bières incroyables. On se dit pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de les distribuer juste dans le nord de la France? Il y a un tableau derrière toi là, un tableau Velleda. Voilà, c'est ça. Avec écrit quelques chiffres et bière voilà. quelque part. C'est ça. C'est ça. Oui, on enregistre dans les bureaux de Fier à Paris. La grande distribution, tu l'as bien expliqué. La distribution directe au consommateur, c'est un sujet sur lequel vous êtes, et justement, c'est un peu la liaison vers la dernière partie que je citais en introduction, le consommateur. Parce que la grande distribution, vous pouvez pas lui déléguer 100% finalement du discours que vous portez auprès des consommateurs. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'enjeu. C'est toutes nos réflexions du moment. C'est comment est-ce que on arrive à dialoguer plus facilement, plus directement avec les consommateurs. Et c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup de moyens comme nous, qu'on peut pas se permettre de faire des campagnes d'affichage sur tous les parkings de supermarchés, il faut qu'on trouve un autre moyen pour atteindre ces consos. Et donc, on a plein de projets en cours en termes de communication, d'accompagnement. On a un gros projet. On va lancer notre site de e-commerce pour les consommateurs, donc pour les particuliers. Et n'importe qui en France pourra commander des produits fiers directement. Et pour nous, c'est important parce que en fait, on se rend compte qu'il nous manque ce lien aujourd'hui. Et souvent, on nous demande c'est quoi votre consommateur type? On a une vague idée, mais ça reste une vague idée. Et pour nous, c'est important de savoir, même si on espère que c'est tout le monde, le consommateur type fier. Mais c'est vrai que c'est super important. Enfin, on est quand même dans l'ère de la data et on a absolument besoin aussi de prendre ce virage-là. Et c'est vrai que moi, je viens pas du tout de ce monde-là, du monde de la data, etc. Mais je sais que c'est un virage. C'est pour ça qu'on a décidé de le prendre aussi, avec le site qui nous permettra de récupérer plus d'informations. On a aussi, on est en train de bosser. Il y a des QR codes sur tous nos produits. Et en gros, on a envie d'essayer de faire en sorte que le conso puisse s'impliquer, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de gens qui scannent nos QR codes parce qu'on voit le nombre de scans. Et en fait, on se dit, c'est dommage, parce que des gens qui scannent, c'est des gens qui ont un intérêt. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à leur expliquer plus ce qu'on fait? Parce qu'à partir du moment où les gens, ils ont cliqué, on se dit, ils sont pas loin, quoi. Donc voilà, c'est tous les projets qu'on a en ce moment. Il y a une stratégie de contenu aussi, au travers des réseaux sociaux, au travers de, je sais pas quel support pour, promouvoir justement les centres qui travaillent pour vous, des shorts qui vont aller filmer. Non, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment le projet là sur les prochains mois. C'est de mettre en lumière tout cet écosystème là, en fait, qui a juste besoin de visibilité, et donc oui, on va travailler sur ça pour aller filmer en atelier, voir comment ça se passe concrètement, juste la vie des gens, quoi, parce que c'est juste ça. Nous, on n'a pas vocation, et c'est ça qui est toujours un peu difficile quand on aborde ces sujets. On n'est pas là pour faire de l'affichage. Je crois pas qu'il faille faire de l'affichage, mais plutôt en fait c'est la vraie vie. Et c'est ça, rendre concret la promesse que vous racontez. C'est ça. Et en fait, nous, on veut, c'est ce que j'explique souvent. On veut pas être une marque RSE, on veut pas être un truc de charité. C'est l'économie du réel. Mais regarde, la marque, c'est qui le patron?
quelque part, en allant raconter l'histoire des producteurs de lait sur leur lait, ils sont pas en train de faire du RSE ou du greenwashing. Et ils racontent la réalité. Mais t'as exactement raison, et c'est un très bon exemple. C'est Qui le patron, pour moi, un modèle incroyable de réussite. Mais ce que je veux te dire, c'est que on a aussi mis beaucoup de temps à trouver notre angle pour aborder ces sujets-là, parce qu'on voulait pas tomber dans des caricatures. Ouais, je comprends. Et c'est quand même, sur ce genre de sujet, c'est assez vite... ouais, ça peut être un peu touchy. Voilà. Et donc, tu peux vite te retrouver à faire des choses qui nous correspondent pas ou correspondent pas du tout aux valeurs qu'on a envie de promouvoir. Et nous, on a envie de dire, on n'est pas là pour faire de la charité, on n'est pas là pour faire un geste on est là, en fait, c'est des gens qui travaillent, qui produisent des trucs, ils sont aussi bons, voire meilleurs que les autres, donc il y a pas de raison qu'on les trouve pas partout. Et c'est juste ça, en fait, si tu veux. Mais c'est un discours qui est ultra simple. Enfin, tu vois, quand je te le dis comme ça, je me dis, oui, mais c'est ce que tout le monde a envie de faire et tout le monde a envie de dire. Mais c'est quand même, faut qu'on arrive à l'expliquer, et donc on va les tourner dans tous les ateliers avec lesquels on bosse, les nouveaux, les anciens, pour voir la vraie vie, partager ça aussi auprès du conso. Et puis, ce dont on a envie quand même, c'est d'interpeller les consommateurs. Et enfin, l'idée, c'est d'aller devant des magasins, de leur dire, mais est-ce que vous savez ce que c'est un ESAT? 99% des gens qui savent pas, alors qu'il y en a 2500 en France. Est-ce que vous imaginez, vous, que une confiture, elle peut, que vous trouvez dans, je te donne un exemple, que la confiture de fraises Fier que tu trouves dans 2000 supermarchés en France, est-ce que tu imagines qu'elle est fabriquée par des personnes en situation de handicap? Il y a 99% des gens qui disent, non, c'est pas vrai. Genre, limite, ils mettent juste une étiquette dessus. Non, en fait, ils font cuire aussi les fruits. Ils font aussi la recette. Enfin, voilà, ils mettent tout dans un chaudron, ils font cuire le... C'est ça qui est hyper important, en fait. C'est pas d'aller montrer les gens qui sont... C'est pas aller montrer le handicap, c'est aller montrer la réalisation des produits. Ouais, c'est ça. C'est ça qui compte. Le produit, j'ai oublié de te poser la question. Par exemple, tu prends la confiture, elle est plus chère que la moyenne, elle est au même prix. Tu vois, c'est toute la discussion qu'on avait sur le prix. Et nous, si on veut que ça marche, Fier, on est parti du principe qu'on ne veut pas être plus cher que les autres, que tous nos concurrents. Alors, forcément, sur de la confiture, on est beaucoup plus cher que de la marque de distributeur, et on est un peu plus cher que une confiture Bonne Maman. Ok. Mais par contre, on est moins cher que tous les autres fabricants, entre guillemets, de confiture. Tu vois, notre confiture est vendue moins de 3 € en supermarché, ce qui est clairement dans la moyenne du... Et comment tu le fixes, le prix? Alors là, j'ai un esprit d'escalier. Je reviens sur les sujets, mais parce que c'est en t'entendant parler, je me dis, mais j'ai oublié de lui poser cette question. Comment tu fais pour déterminer ton prix d'achat? Est-ce que c'est les AT qui te donnent un prix de vente? Comment on fait? En fait, c'est exactement ça. Et le calcul de la marge derrière Alors, un modèle un petit peu nouveau dans ce monde-là, c'est que déjà, on a un modèle où tu as une transparence totale de l'atelier qui fabrique jusqu'au consommateur. Donc tout le monde sait à chaque fois qui gagne quoi. Donc quand je vais voir la grande distribution, je lui dis moi, Fier, j'achète la confiture. Je te donne l'exemple de la confiture parce que je le connais par cœur. Moi, je l'achète à l'atelier 1,95 €. Je le revends à la grande distribution 2,25 €. Je te dis ça. Donc nous, on garde 25 centimes, ce qui nous permet de payer les commerciaux, la logistique, etc. Donc ça fait pas lourd quand même. Pas lourd, non. Ensuite, il y a la marge, ou en tout cas la rémunération de la grande distribution, qui prend, on va dire, en moyenne 25%. Et voilà, et c'est tout. Et donc, on construit, en fait, on a renversé tout ce système-là où on construit le prix ensemble. Donc, c'est l'atelier qui me dit, moi, mes coûts de production, c'est tant. Ce serait bien si je pouvais faire 20% de marge, parce que ça me permettrait de refaire la salle de pause, de pouvoir embaucher, voilà. Raison. Mais qui sont notre mission, en fait. Ensuite, on va voir la grande distribution, on leur dit, ça, c'est mon prix d'achat. On pense que le prix de vente consommateur acceptable, c'est 2,99 €, si je te donne l'exemple de la confiture. Est-ce que vous êtes OK pour faire 25% de marge? C'est peu pour eux? En fait, c'est pas peu. C'est normal dans le monde de la grande industrie. Et c'est ça aussi. Mais si je suis totalement honnête, que je suis, ils font aussi un effort sur ça, la grande industrie. Et c'est que toute l'équation du avoir le bon prix ne fonctionne que si déjà nous on est transparent, et que la grande industrie accepte de faire un peu moins de marge avec nous que ce qu'ils font avec les gros industriels, ce qui est quand même plutôt normal vu notre mission. Et donc en fait, nous on n'a pas d'actionnaire, la grande industrie fait un effort, avec tout ça on arrive à avoir un prix de vente conso qui est dans la moyenne du marché. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous avez quand même des retours clients?
Oui, on en a. Alors, en fait, c'est ça qui est aussi intéressant et stimulant au quotidien, c'est que on reçoit de plus en plus de messages sur notre boîte mail, sur les réseaux sociaux, en disant j'ai goûté votre confiture, j'ai acheté vos chouchous, machin, c'est trop bon, bravo pour ce que vous faites. Et juste un petit message, bravo pour ce que vous faites, en fait, ça nous fait notre journée en général. Et donc, on commence à en avoir de plus en plus. Et c'est vrai qu'on fait aussi des animations au magasin, donc on a le retour en live des consommateurs. Et c'est vrai que c'est toute notre, c'est ça aussi ça qui nous stimule. Mais il faut pas oublier aussi que ce qui nous stimule, c'est quand on va en ESAT, quand on va en entreprise adaptée avec lesquelles on travaille, et qu'ils nous disent oui, ça nous est arrivé l'autre fois, c'était assez drôle dans la structure qui nous fait les confitures. Je discutais avec une des travailleuses, elle me dit l'autre fois j'étais en vacances, et c'est en Bretagne. Je dis l'autre fois on était en vacances dans le sud de la France et on allait faire nos courses à l'Intermarché et on est tombé sur les confitures. Je me suis dit c'est fou, c'est moi qui les ai fabriquées et je les retrouve à l'autre bout de la France. Et là tu te dis ouais ok, en fait ça c'est cool et c'est pour ça qu'on le fait. Et elle était fière. Et elle était carrément fière quoi. Ouais. Écoute, Camille, merci mille fois pour cet échange. On n'est pas loin de 1h10. Merci à toi. Merci parce que j'ai l'impression... On a oublié des trucs ou pas? Oh, sûrement. mais rien d'essentiel. Non, on a raconté une histoire qui est quand même unique dans le monde de la grande distribution, des marques. Merci, vraiment, bravo. Parce que c'est un beau projet et ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi dessus. Si on veut rentrer en contact avec toi, Camille, c'est LinkedIn qui est la meilleure des solutions. LinkedIn, on a notre site internet qui du coup est refait avec le fameux site pour pouvoir commander les produits, mais voilà, tous ces canaux de communication classiques, avec grand plaisir, on répond à tout. Bon, et si vous avez des difficultés, moi je me ferai un malin plaisir à faire l'intermédiaire. Merci encore, bravo, bonne chance pour la suite. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute que vous utilisez, c'est important. Merci pour votre fidélité et je vous invite à partager au plus grand nombre l'existence de cet épisode. Camille, à très bientôt. Merci, à bientôt.